l'histoire avec la sécurité. Yann et Arthur travaillent au sein de la direction de la sécurité des systèmes d'information d'AXA France. Et leur mission, c'est intégrer la sécurité au plus tôt dans le processus de développement. Ils sont très transparents sur leur réussite, mais aussi sur leurs écueils et leurs échecs. Vous allez tirer des conseils que vous allez pouvoir mettre en place dès demain en revenant au travail. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Yann et Arthur. Bonjour à tous, je suis Yann Crumerol, je travaille à la DSSI AXA France au sein de la direction sécurité des systèmes d'information avec Arthur. Arthur Shumovic, bonjour. Comme l'a dit Aurore, je travaille dans l'équipe SSI et j'agis en tant que chef de projet dans le déploiement de DevSecOps chez AXA France. Et dans ce talk, nous allons vous expliquer comment nous avons mis en place une démarche DevSecOps avec, comme le titre l'indique, en prenant en compte l'outillage, mais pas que, en prenant en compte l'outillage, le process et le développeur. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est AXA, il y a déjà des sites institutionnels pour ça. Par contre, la DSI, ce qui est intéressant, c'est de voir la complexité. On a aujourd'hui au sein de la DSI à peu près 2200 collaborateurs, donc informaticiens, tous corps de métier confondus. 5 data centers, aussi bien du on-premise, on a 2 data centers en on-premise, on a 2 data centers cloud public et un data center cloud privé. Les équipes sont réparties sur 6 sites géographiques, donc 2 centres principaux, Lille, où on a principalement du développeur, et Nanterre. En termes d'Ops, on a 130 Ops qui gèrent et déploient nos applications. Pour les développeurs, c'est 500 développeurs, donc moitié, deux tiers Lille, un tiers Nanterre. Et toutes ces personnes gèrent 250 applications sur lesquelles on a du code custom. Alors, les applications, ce sont à la fois des applications qui ont 300-400 lignes de code ou des applications qui ont 3 à 4 millions de lignes de code. À la fois du .NET, du Java, du Node.js, du JavaScript, du COBOL. Enfin, on a un peu de tout en termes de langage. Au niveau pratique de développement, et avant 2011, on était plutôt sur les pratiques type CMMI, donc déploiement cycle en V. En termes de construction d'une application, pour faire un projet, voire plutôt un programme, c'était 2 à 3 ans pour construire quelque chose. Et les livraisons, c'était 6 à 8 heures. On passait toute la nuit à livrer si tout se passait bien. On avait principalement des profils de type chef de projet. C'est-à-dire qu'en fait, on avait du chef de projet qui gérait le projet et beaucoup de développeurs en externe qui produisaient en externe le code. Il y a eu une sorte de révolution en 2011 où il y a eu un changement de mindset. On est passé sur des méthodologies dites agiles, donc notamment Scrum en 2011. Et assez rapidement, on a eu des bénéfices. On a réussi à produire une application en 6 mois pour les premières applications. Les durées de livraison, pareil, on a réussi à aller beaucoup plus vite, donc 2 à 3 heures pour une livraison. Là, on prenait juste le soir, c'était mieux. Et l'un des éléments importants, c'est qu'on a internalisé beaucoup de développeurs. Les premières années, c'était 200-300 développeurs internalisés. On a fait de ce fait-là du Scrum pour un certain temps, et 2017, il y a un autre événement qui s'est produit. Là, bon, on a basculé de Scrum à Kanban ou du Scrumban, parce qu'on faisait un peu de mélange des deux. Là, on a réussi à réduire encore le temps de production d'application à 2 à 3 mois. Et les durées de release, de déploiement, ont duré 1 à 2 heures. Donc on a été un peu plus rapide. L'élément marquant sur 2017, ça a été l'intégration des Ops. Auparavant, on avait AXA France qui avait les équipes de développement, et Axatech qui avait les équipes d'Ops. En 2017, il y a eu une réunification
en fait, les ops qui travaillaient pour AXA France ont été intégrés dans AXA France. Donc, dans un principe DevOps, c'était beaucoup plus simple d'avoir les deux personnes qui travaillent ensemble pour la même entreprise. C'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, on n'a pas changé de méthodologie agile, on a continué, on a fait progresser. Par contre, on a réussi à accélérer encore plus. Aujourd'hui, les meilleures équipes, les meilleures tribus, celles qui sont les plus matures, font des releases qui durent 6 semaines. Donc, toutes les 6 semaines, on relivre une nouvelle version de l'application avec des nouvelles features. Les durées de livraison sont descendues à un quart d'heure. Et la question qu'on s'est posée en 2017-2018, c'est comment on fait du point de vue sécurité pour suivre ce rythme. Les pentests qu'on faisait avant, ce qui durait 3 à 5 jours, si on fait une mise à jour toutes les 6 semaines, c'était plus possible. Donc là, on s'est posé la question, comment on fait? Donc on a eu des initiatives qui ont été lancées par différentes équipes. Vous connaissez sûrement cette boucle infinie du DevOps. Donc là-dessus, on a eu des équipes de développement qui ont cherché à mettre en place de l'analyse du code, donc du SAST. Le SAST, c'est un outil qui va analyser le code source et qui va essayer de chercher des patterns de vulnérabilité directement dans le code source. Donc, pas forcément pendant que le développeur code, mais lorsqu'il est déposé sur le repository. On a eu également des initiatives côté dev pour analyser les dépendances, donc la notion de SCA. Le SCA, c'est un outil qui va analyser les composants externes, tous ces composants open source qu'on peut avoir. C'est entre 70 et 80% de notre code applicatif qui provient de l'externe. On a cherché justement à mettre du SCA. Et on a les équipes de test qui ont cherché à s'outiller également et qui ont mis en place 2 types d'outils, du IAST et du DAST. Donc le IAST, c'est un outil qu'on installe sur les serveurs, notamment serveurs de recettes, qui va analyser les requêtes entrantes et qui va voir lors de la runtime est-ce qu'il y a une attaque possible sur ces requêtes. Le DAST, c'est un outil notamment utilisé par les pentesters qui permet de générer des requêtes suivant des patterns d'attaque connus pour voir si nos serveurs sont vulnérables à des attaques. Donc là, on a eu différentes initiatives lancées par les devs et par les tests pour améliorer la sécurité via des outils. Et le souci, c'est que du point de vue SAST, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Les applications de taille normale, les analyses qu'on faisait, ça durait entre 24 et 48 heures. Dans un contexte DevOps, 48 heures d'attente pour une pull request, c'est pas possible. Autre problème qui était identifié sur le SAST, c'est qu'on avait des remontées de nombre de vulnérabilités qui étaient astronomiques, parfois 5 à 10 000. On a une application qui est propre, et hop, on nous dit finalement il y a 5 à 10 000 vulnérabilités ou problèmes potentiels de sécurité. Là-dessus, on s'est rendu compte que le développeur, quand il voyait un tel volume de problèmes, il prenait l'application, il la fermait, il la mettait à la poubelle. Le SCA, on pensait que ça allait être plus simple, et finalement, ça n'a pas marché non plus. Le SCA nous a dit, voilà, vous avez des composants, vous en avez plein. Là, on a fait la dernière étude, on a 20 000 composants sur nos applications. Et en fait, il y en a plein qui sont complètement obsolètes. Il y en a plein qui ont potentiellement des problèmes de sécurité. Par exemple, on a du jQuery dans des vieilles versions qui n'ont jamais été mises à jour. Mais ça, on le savait déjà. On le savait qu'on avait du jQuery assez vieux, et on n'a jamais voulu le mettre à jour parce que c'était trop compliqué à mettre à jour, parce qu'on était sur les versions 1, il fallait passer en version 3, il y avait des breaking change, on n'a pas voulu le faire. Sur le IAST, pareil, ça n'a pas fonctionné. Le IAST, 2 soucis. Premier souci, on avait des serveurs mutualisés, et le IAST, on installe un agent dessus, on avait un overhead d'à peu près 20%. Sur les serveurs mutualisés, ça posait des problèmes. Et l'autre problème qu'on a identifié sur cette technologie, c'est qu'on avait des résultats uniquement sur les requêtes entrantes. Donc si on ne fait pas de recette complète de l'application qui teste tous les endpoints de l'application, eh ben, on ne peut pas savoir s'il y a une vulnérabilité qui est cachée quelque part.
Donc ça nous a posé problème, ce n'était pas suffisant pour mettre en place ce genre d'outil en l'état. Et sur le DAST, vous le devinez, ça n'a pas marché. Le DAST, c'est un peu comme des tests Selenium, c'est assez fragile. Vous allez mettre en place une application, vous allez configurer l'outil pour analyser différents endpoints, et si vous changez votre application, vous la faites évoluer fortement, il faut recommencer toute la configuration. Et ça, les équipes de test qui avaient voulu mettre ça en place n'ont pas prévu suffisamment de temps pour les releases ultérieures, et donc ils ont simplement abandonné l'outil. Donc, vous l'avez vu, on a essayé 4 outils différents, avec des initiatives qui provenaient de différentes équipes, et ça n'a pas fonctionné. Donc, les clés de l'échec, les facteurs d'échec, c'est quoi? Ce qu'on a identifié, c'était l'élément central dans notre contexte, c'était le développeur. Et on n'a pas eu l'adhésion du développeur. Le développeur a dit, mais t'es gentil, je dois faire du delivery, j'ai des features à produire, tu me rajoutes une tâche qui n'est pas forcément avérée, il y a trop de faux positifs, ça ne me va pas. Un élément aussi important, trop d'outils. Trop d'outils en même temps, on avait des initiatives qui sont lancées en parallèle par différentes équipes, on s'est retrouvé avec 4 outils différents, plus on avait les audits de code, plus les pentests qui remontaient des vulnérabilités, qui là étaient pris en compte, mais trop d'outils, trop de rapports différents, et donc les développeurs ont dit mais non, je ne peux pas, il y a trop de choses, j'arrive pas à comprendre. Et un autre élément qui était, un autre facteur qui a posé problème, c'est qu'en fait, c'était des initiatives qui ont été localisées dans différentes équipes, et quand on a voulu pousser ces initiatives dans les autres équipes, ça n'a pas fonctionné. D'équipe en équipe, ils ont dit mais non, mais moi, ton SAST, ça ne me va pas, je fais du YAST, c'est très bien. L'autre dit mais non, ton YAST, ça me donne pas de résultats concrets, donc je repasse sur le SAST. Donc il n'y a pas eu un effet de diffusion des bonnes pratiques sur la partie sécurité. Et on n'a pas non plus, comme c'était des éléments qui venaient du bas, on va dire, il n'y a pas eu un effet bottom-up pour dire ça marche. Donc, sur 2017-2018, on s'est dit, ça ne fonctionne pas, on va se remettre en question. Et c'est là où on s'est dit, il faut qu'on mette en place un programme DevSecOps. Donc là, c'est Arthur qui va nous expliquer comment on a pensé ce programme. Merci Yann. Effectivement, après ce constat d'échec, il a fallu complètement changer la feuille, partir d'une feuille blanche et essayer de se poser sur différents critères et essayer de les améliorer unitairement. La première chose que l'on a faite, c'est que justement pour centraliser la démarche et avoir une vision, on a créé une équipe projet, donc une équipe projet DevSecOps, dont Yann et moi faisons partie aujourd'hui. On s'est dit que l'équipe seule n'était pas suffisante, il fallait qu'on soit accompagné également par des experts cybersécurité, qui connaissaient le DevSecOps et l'AppSec. Donc on était accompagné sur cette année par Thales. Le troisième point, donc on est parti d'un périmètre assez élevé, donc 250 applications, un nombre d'outils assez conséquent. On a décidé de réduire complètement le scope et de privilégier la qualité à la quantité. Donc on s'est focalisé sur un premier outil qui est le SAST. On utilise Checkmarx aujourd'hui. Et on a essayé de partir sur un nombre d'applications beaucoup plus restreint sur 2019 dans un premier temps, qui est une quarantaine d'applications. Donc on a choisi 40 applications pour déployer le programme. La dernière chose que l'on a faite, c'est qu'on a communiqué beaucoup plus largement que précédemment, à différents niveaux. Donc dans un premier temps, on passait dans des comités de direction, donc vraiment pour solliciter et informer le top management. Et on a également fait des sensibilisations, alors ouvertes, en auditorium, un peu comme celui-là, un beaucoup plus petit, avec des product owners, les testeurs, les ops, voilà, principalement, et du middle management aussi. Mais il nous manquait un élément. On s'est dit que pour avoir l'adhésion des développeurs, il fallait quelqu'un qui puisse justement capitaliser sur ses connaissances, évangéliser la démarche beaucoup mieux que nous, et de façon non localisée. Cet élément qui manque, vous en avez déjà entendu parler si vous avez assisté aux confs précédentes, il s'agit des Security Champions. Donc les Security Champions, chez AXA, qu'est-ce que c'est? De base, par appétence de sécurité, il s'avère que c'est pas mal de développeurs. Donc c'est une personne qui fait partie déjà d'une communauté de développement chez AXA. Ces personnes, aujourd'hui, on en a choisi une quinzaine
puisque pour gérer une quarantaine d'applications et aussi avoir un maillage assez fin, 15 semblait être le bon chiffre, en accompagnement également. Si vous avez remarqué, donc comme Yann l'a dit, on a plusieurs sites et la direction est également divisée en différentes entités. Donc pour être sûr d'avoir un réseau assez fin et vraiment qu'on couvre l'ensemble des développeurs, on a décidé de répartir d'une part géographiquement ces Security Champions et d'autre part par direction pour essayer de toucher à peu près l'ensemble des systèmes applicatifs. Suivant ce maillage, on a également créé une communauté puisque ces Security Champions ont besoin d'échanger, faire de la veille, il y a pas mal d'évangélisation, etc. Donc on a créé une première communauté qui comprend justement ces 15 Security Champions. Et plus largement, on a raccroché cette communauté à une communauté qui était déjà en place, donc la communauté de pratique de sécurité, dans laquelle Yann et moi faisons déjà partie. Il y a déjà des gens de la sécurité, il y a des développeurs, et à peu près tous ceux qui sont intéressés par la sécurité. Autre élément, la formation. Effectivement, on parle ici d'expertise quelque part, de choses nouvelles. Donc il a fallu mettre en place des plans de formation. Des plans de formation assez simples dans un premier temps, mais qui s'appuient sur un premier côté, la partie OWASP, donc c'est vraiment la partie technique de vulnérabilité. D'autre part, on a forcément sensibilisé à la démarche DevSecOps, donc on leur a fait les éloges justement de cette approche. Et nous avons également formé ces Security Champions aux outils, puisque les outils, il faut aussi pouvoir les manipuler, les régler, puisqu'il y a des règles à ajouter. Donc on a prévu un plan de formation sur ces outils-là. La dernière chose qui manque, c'est le temps. Puisqu'aujourd'hui, quand les équipes de développement veulent mettre en place de la sécurité, la première chose qui est remontée, c'est on n'a pas le temps. Donc en fait, on a essayé de légitimer cette partie-là en offrant aux Security Champions la possibilité d'allouer un certain nombre d'heures dans la semaine. Ce n'est pas forcément la semaine d'ailleurs, mais on a estimé qu'à peu près 50% de son temps, un Security Champion peut le passer sur de la formation, de l'évangélisation, de la veille, et ainsi de suite. Et pour justement délivrer les missions. En parlant de mission de Security Champions, je voulais justement vous montrer quelles étaient ses principales tâches. Dans un premier temps, l'onboarding. L'onboarding, en fait, c'est très important, puisque quand on a déjà un historique d'application qui date depuis plusieurs années, où il n'y a pas de sécurité, d'outils de sécurité qui sont paramétrés dessus, il faut se poser un certain nombre de jours. Donc l'embarquement, quand on embarque une application, on prend 3, 4, 5 jours, suivant la taille de l'application, où le Security Champion a un moment privilégié où il peut rencontrer le product owner, les développeurs, des référents de sécurité, pour d'un côté comprendre comment est faite l'application, puisque les Security Champions n'ont pas forcément la connaissance exhaustive des applications de la direction. Lors de cet onboarding, justement, on ne va pas refaire une analyse de sécurité. Il y a déjà une partie sécurité qui est faite par les consultants de sécurité de la SSI. On parle bien vraiment ici de sécurité applicative et un mini contexte pour voir quels sont les endpoints, de quoi il s'agit sur l'application. Lors de cet onboarding, on va brancher les différents outils. Donc, dans un premier temps, la partie SAST. Donc, on va créer un pipeline de sécurité sur lequel on va faire scanner les applications quotidiennement, par exemple. C'est défini. Mais c'est également le meilleur moment pour justement faire un premier scan de l'application, récupérer les rapports et que le Security Champions puisse échanger avec les développeurs sur les vulnérabilités. Donc il y a déjà un premier filtre qui est fait puisqu'on disait qu'il y avait pas mal de faux positifs. Le Security Champion peut déjà justement filtrer, avoir un premier tamis pour justement ne délivrer à l'équipe que vraiment les vulnérabilités qui sont légitimes. Ensuite, quand on voit un cycle de développement, on va dire très schématisé, je ne rentre pas dans le détail, le Security Champion a plusieurs rôles et plusieurs missions. Une des premières, c'est tout au long du développement, finalement, grâce à la communauté et grâce au fait que ces Security Champions soient reconnus et connus dans les équipes, les développeurs et les équipes en général peuvent justement s'adresser à ces référents, à ces intermédiaires, et où ils n'ont pas forcément un relais avec les équipes SSI actuelles, où des fois il y a besoin d'avoir un minimum de technicité supplémentaire pour connaître l'application. Deuxième point, c'est un rituel, au même titre que l'onboarding, que l'on a mis en place. Vous connaissez probablement les revues de code. Les revues de code, donc on les pratique déjà. Dans un sprint, par exemple, on va se poser avec l'équipe et on va prendre un certain nombre d'heures pour justement voir ce qui a été développé, est-ce que ça respecte les bonnes pratiques, et ainsi de suite.
Et on a voulu calquer ce rituel avec un nouveau rituel dans un premier temps. Donc on l'a séparé volontairement pour vraiment marquer le coup. Et dans cette revue de sécurité, on va faire à peu près la même chose. On va s'asseoir avec les développeurs. Le Security Champion va voir ce qui a été développé et s'assurer que ça respecte un minimum de standards comme on l'impose chez AXA. Enfin, s'il y a des vulnérabilités qui sont éventuellement découvertes, passe le moment des corrections. Donc c'est très important, le Security Champion n'est pas là pour corriger les vulnérabilités. Chaque équipe de développement est responsable de son code. Il est vraiment là pour être en support, si jamais on a besoin de savoir comment remédier facilement à une vulnérabilité, que signifie un XSS, que signifie un autre trigramme. Le Security Champion est là justement pour aider au plus rapide, très vite, répondre rapidement aux développeurs et aider à la correction. Ensuite, on recommence la livraison et le cycle continue, ainsi de suite. Chaque équipe s'adapte en fonction de la taille des sprints pour justement mener à bien les revues de sécurité et les corrections. Maintenant qu'on a vu ces missions, je voulais revenir avec vous sur la chronologie pour vous montrer à peu près le temps que ça a mis pour déployer ces pratiques-là au sein d'AXA France. Donc, en vérité, on n'est pas parti tout de suite sur 40 applications. En fait, fin 2018, début 2019, on a éprouvé ces pratiques sur un petit pool d'applications, donc 5 applications représentatives d'AXA. Donc il y avait différentes tailles d'applications, différentes équipes, différentes technos. Et on a déroulé finalement le processus, l'onboarding, la revue de sécurité, les analyses statiques. Et on était assez content des résultats. Donc on les a présentés en comité de direction à la fin du premier trimestre de cette année. Et la direction nous a soutenus et nous a donné son go pour continuer et justement étendre un peu le périmètre aux fameuses 40 applications. Donc on a passé du temps pour justement identifier les bonnes personnes pour endosser le rôle de Security Champion. Sur certains points, il y avait déjà des gens qui avaient une appétence naturelle dans la communauté dev. Donc c'est tout naturellement vers ces personnes-là qu'on s'est orienté. En fait, on avait à cœur de vraiment prendre des gens qui étaient motivés et à qui on n'imposait pas ce travail. Et naturellement, on a pris les gens qui se sont portés volontaires, on était sûr qu'eux allaient évangéliser la pratique et allaient nous aider dans le déploiement de la pratique. Ensuite, une fois qu'on a choisi ces personnes-là avec l'accord de leur manager, bien évidemment, on leur a présenté le programme, les missions, et dès le mois de juin, on a commencé à faire le premier onboarding sur une application chez nous. Ce qu'il faut noter, c'est que dans un premier temps, Thales était en binôme avec le Security Champion. Il y avait un consultant qui était présent là avec un Security Champion et justement qui permettait de lui expliquer la démarche, de l'aider aussi à comprendre la partie technique et que le Security Champion soit à l'aise justement avec la partie outils, la partie vulnérabilité. Donc chaque Security Champion a ainsi fait 2 onboardings avec un consultant Thales en binôme. Vous le voyez aujourd'hui, on est au début d'une dernière phase qui est la cible finalement de notre programme. C'est l'autonomisation des équipes. Donc depuis début octobre, on est assez fiers, c'est qu'il y a certaines équipes maintenant qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire que les Security Champions déclenchent les onboardings sur les applications ou mènent des revues de sécurité sur les applications déjà existantes. Et donc le but, c'est que d'ici la fin de l'année, l'ensemble de nos Security Champions soient autonomes sur ce périmètre. Donc aujourd'hui, on vous livre un pré-bilan finalement, puisqu'on a décidé de faire un bilan final avec des chiffres un peu plus factuels à la fin de l'année à notre direction. Aujourd'hui, on est sur un retour plutôt, on va dire, un ressenti, exactement. Et je voulais vous partager justement les premiers ressentis et les premiers échanges qu'on a pu avoir dans l'équipe ou alors avec les équipes de développement, pardon. La première chose qu'on constate, c'est l'évolution du mindset. Vraiment, avant, quand on parlait de sécurité dans la plupart des équipes, ils nous disaient oui, on le fera. On avait des rapports de tests d'intrusion qui arrivaient assez tardivement. On avait une liste de vulnérabilités à corriger. Ils essayaient de fuir le maximum possible, passer sous le radar. Bon. Aujourd'hui, on constate qu'on est contacté par des product owners, des tech leads, des développeurs qui souhaitent faire onboarder leur application, qui souhaitent déployer l'outil, qui souhaitent avoir justement toutes ces connaissances et propager la connaissance de sécurité dans leurs équipes. La deuxième chose, c'est le temps. Donc je ne vais pas vous dire qu'on a un time to market qui a augmenté, enfin qui a diminué, c'est pas vrai. Aujourd'hui,
quand on ajoute des nouvelles pratiques, de l'expertise, etc., forcément, il y a un petit temps de latence où on monte en compétence sur les domaines. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a des vulnérabilités qui sont corrigées assez rapidement. Donc, on a vraiment fait un shift left sur cette correction-là. Et qu'à la fin des sprints, à la fin, quand on est proche de la mise en production, on a quand même un stock de vulnérabilités beaucoup plus petit à corriger. Donc on sait qu'on aura les chiffres, mais on sait que du coup, tout ce qui a été corrigé en pair dev sera forcément plus rapide que lors de la pré-production, par exemple. Le troisième point, le troisième ressenti que l'on a, c'est sur la montée en compétences générale des développeurs. Donc on le voit aussi dans les communautés. Les gens discutent beaucoup plus de sécurité, ils posent des questions, ils sont beaucoup plus proactifs, ils sont moins étonnés quand on leur parle de certaines vulnérabilités, de certains risques. Et ça, on le voit justement en discutant avec eux dans les communautés ou même quand on les croise avec Yann. Pour résumer, ce qu'on constate en fait aussi, ce qu'on pense sur les facteurs clés de réussite, c'est le fait d'avoir vraiment embarqué l'ensemble de la hiérarchie à la DSI. C'est vraiment d'avoir sollicité le top management, le middle management, les opérationnels. Ça a beaucoup aidé justement dans le développement de cette pratique. Le deuxième point qui est finalement central, vous l'aurez compris, c'est justement les Security Champions. Le but, c'est qu'on capitalise et qu'on évangélise dans les équipes de développement et au-delà. Donc quand je parle de l'équipe de développement, ce n'est pas que les devs, c'est vraiment l'équipe produit. Et pour ce faire, le fait d'avoir des gens qui sont déjà embarqués dans la méthodo et qui ont un mindset DevSecOps, ça aide énormément pour propager justement les bonnes pratiques. Le troisième point, c'est la formation, hein, bien sûr. On peut pas, il faut former les gens qui vont manipuler les outils, qui vont essayer de corriger les vulnérabilités. Je pense qu'on l'a tous dit à peu près ici, la formation est primordiale pour qu'on soit les plus efficaces possible. Et le dernier point, toujours pareil, communication. En fait, en étant transparent, en montrant vraiment les avantages de la pratique et ce qu'on fait, ce qu'on va déployer, la roadmap, la vision, les gens se sentent beaucoup plus investis d'une mission également et ils sont plus à même à délivrer notre message. Et donc tous ces 4 points, je pense qu'ils sont essentiels. Mais aujourd'hui, on n'a parlé que de dev. On a parlé d'un certain nombre d'applications. Mais qu'est-ce qu'on fait demain ? Et oui, demain, parce qu'on a une roadmap qui est encore assez chargée. Donc on l'a vu, on a pas mal travaillé sur le SAST. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont autonomes, légitimes, enfin qui commencent à être autonomes, mais qui sont légitimes auprès des devs. Ce qu'on souhaiterait continuer, c'est aller sur le SIA. On a déjà pas mal de SIA qui est en place. C'est commencer à corriger les problèmes de package. On a prévu sur octobre de lancer un POC IAST en ayant un peu mieux cadré les choses, notamment sur les problèmes de largeur de tests fonctionnels. On va également faire du DAST, ça a été inscrit au plan Strat 2020. On va rajouter des security gates pour éviter de livrer en prod, avec une vulnérabilité. On va rajouter des scans type Qualys. On a prévu de faire de l'audit avec de la blockchain. On va faire également du RAS pour remplacer les WAF. On va faire du machine learning et également du TTIC. Quoi ? On va se calmer déjà. On ne va pas reproduire les erreurs du passé. Ah, peut-être. Je pense qu'on va déjà repartir de ce qu'on a aujourd'hui. On va monter progressivement dans les pratiques. Donc on a vu qu'on avait ciblé pas mal les devs dans notre approche. Je pense qu'il va falloir essayer de solliciter la partie Ops, donc d'avoir à peu près l'équivalent côté Ops pour justement embarquer l'ensemble des personnes. Et ce serait assez intéressant d'avoir des remontées, on va dire, agrégées de toutes nos vulnérabilités, d'avoir des outils pour permettre d'avoir des dashboards et avoir une mesure de conformité, on va dire, applicative dans la sécurité. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. J'ai quelques questions pour vous, vous en doutez, parce que ça commence à être la tradition quand je reviens sur scène. Beaucoup de questions autour du Security Champion. Une première question, un peu RH. Vous avez des Security Champions dans différentes entités du groupe qui dédient jusqu'à 50% de leur temps pour le Security Champion. Est-ce que ça a induit des problèmes d'organisation budgétaire, etc. Est-ce que c'est un obstacle que vous avez dû passer ? Alors, je peux répondre. Ça a amené quelques obstacles, effectivement. Donc, sur la partie RH, ce n'est pas un nouveau poste, c'est une casquette opérationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà dans la maison
des équivalents. Par exemple, nos Scrum Masters, c'est finalement des personnes qui font déjà partie d'une équipe et qui endossent une casquette temporairement. Donc en fait, on a calqué ce modèle sur les Security Champions. Donc ce n'est pas un nouveau poste, il n'y a pas une nouvelle fiche de poste qui est ouverte. Sur la partie budgétaire, effectivement, c'est un peu tiqué parce qu'on pique finalement un peu de quelques ressources. Mais on s'est arrangé justement pour cofinancer sur nos budgets SSI pour aider justement la guilde de développement à élire ces Security Champions. D'accord. Concernant ces Security Champions, ont-ils justement des objectifs sur ce poste-là, des KPI et la question qui va avec, c'est à la fin de l'année, ont-ils eu des primes selon je sais pas, le nombre de vulnérabilités évitées en production? Alors, les KPI sont en cours de construction, parce qu'on n'a pas encore finalisé cette partie. On parlait de construction d'agrégation des vulnérabilités. Aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Donc là-dessus, on n'a pas les KPI qui sont fiables à 100%. Sur la partie tu disais objectif des Security Champions. Cette année, on est en mode où ils ne sont pas objectivés dessus. Par contre, on va voir leur manager lors des entretiens d'évaluation pour leur dire tout le bien qu'on en pense. En gros, que ce soit un élément supplémentaire. Par contre, sur les années suivantes, ça devrait être un objectif, comme tu disais sur les Scrum Masters, par exemple, ça fait partie des objectifs RH. Alors, il faut que je rajoute une chose, c'est que c'est aussi assez dangereux d'objectiver des gens sur des KPI, puisque historiquement, on peut toujours trafiquer des KPI. Donc c'est aussi dangereux, il faut faire un compromis à un moment donné sur la sécurité. Si on dit qu'il faut qu'il y ait 0 vulnérabilité sur ton application, le Security Champion serait tenté aussi de dire celle-là, je ne l'ai pas vue. Donc je pense qu'il faut aussi le prendre avec des pincettes. Ouais, rester sur la proactivité. Ouais, on est quand même sur la responsabilisation avant tout. Okay. Mais il y a certains managers qui nous posent ces questions et en fait on leur laisse la main aujourd'hui pour le faire. Okay. On n'impose rien. Sur ce programme, on n'impose rien aujourd'hui. D'accord. Et côté veille technologique, comment vos Security Champions partagent leurs connaissances et comment mettent-ils à jour leurs connaissances? Alors, typiquement, un truc concret, c'est que nos Security Champions organisent des dojos. Donc il y a des sessions de 2 heures entre midi et 2 par exemple sur la sécurité et on va prendre le top 10 OWASP par exemple et en fait ça va être ouvert à qui veut venir on va prendre 2 failles de vulnérabilité ou 3 vulnérabilités suivant le temps OWASP 2017 par exemple et il va y avoir un dojo de 2 heures. Et donc c'est vraiment... Pardon. C'est moi qui t'interromps. Donc, c'est vrai. La question, donc ça c'est ouvert à tout le monde, c'est pas que pour les Security Champions. Alors non, oui, ils ont le temps pour faire leur propre veille, donc ils peuvent échanger aussi dans leur communauté à eux. Et après, le fait de donner aussi, d'évangéliser et de dispenser des dojos, ça les aide aussi à monter en compétences. Ok, merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir à nouveau. Bravo.